Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, jusqu'à 10h, intitulons cette demi-heure à la recherche de la paix au Proche-Orient. Bien, et pour parler de cette paix éventuelle, nous avons avec nous, par ordre alphabétique, Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Jean-Paul Chagnolot, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et David Chemla, secrétaire général de JCAL, membre fondateur de la paix maintenant, auteur avec l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Elie Barnavi, de Histoire de l'autre, Israël-Palestine, sorti il y a 20 ans et récemment réédité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux, à la recherche de la paix. Il y a, depuis 3 jours maintenant, discussion autour de la dernière proposition du président américain Joe Biden, nouvelle feuille de route en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et de la libération d'otages dans la bande de Gaza, pour préparer une paix éventuelle, une paix future éventuelle. Le Hamas a déclaré qu'il considérait la proposition positivement. Washington met la pression sur le Hamas pour finaliser l'accord. Du côté israélien, Benjamin Netanyahou n'a pas dit non, mais des ministres israéliens d'extrême droite ont menacé de quitter le gouvernement si Netanyahou acceptait ce plan de paix américain. A-t-il une chance d'aboutir? D'abord, Jean-Paul Chagnolot. Écoutez, depuis plusieurs semaines, quand il y a un plan de ce type, oui, on est nombreux à dire, bon, il y a des chances que ça fonctionne, et puis oui, comme on n'a pas toutes les informations, finalement, ça bloque. Je serais tenté de dire, je vais rester sur mon optimisme de ces dernières semaines, que cette fois-ci, il y a des chances. Il y a des chances pour plein de raisons, et une en particulier, je crois qu'aujourd'hui, cette offensive militaire, arrive un peu dans une forme d'impasse. J'ai toujours pensé que, telle qu'elle a été conçue, c'était une impasse stratégique, parce qu'il n'y a pas, justement, de perspective politique, et donc, il y a un moment donné où les choses deviennent concrètes. Et il y a une image que les spectateurs ont vue certainement, c'était l'arrivée d'un char à Rafah, un char israélien. Le char arrive juste en face du terminal de Rafah, il y a personne, c'est vide puisque ça a été évacué par l'armée israélienne, et puis il écrase un monticule sur lequel il y a 2 drapeaux palestiniens. Et donc le char est là, et tout d'un coup il s'arrête. Il s'arrête et le canon est rabaissé, et so what? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La force est là, mais après, qu'est-ce qui se passe? On est dans le vide. Et donc il y a quelque part, on ne sait plus où aller. Alors bien entendu, il y a encore des éléments militaires, mais ce que je veux dire, c'est que on va pas aller plus loin, et donc il faut quand même parler politique maintenant. Vous avez raison, parce que tous les militaires, quand on les interroge et quand ils sont sur le champ de bataille, demandent aussi des perspectives politiques. Et je crois évidemment. D'ailleurs, quand on les écoute, il faut les écouter. Et peut-être qu'on est arrivé à ce moment-là, enfin. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, je partage l'idée que il faut une sortie de cette crise, et que jusqu'à présent, le gouvernement israélien n'avait pas défini un objectif stratégique pour l'après-conflit. N'oublions pas quand même le 7 octobre qui a été à l'origine de tout ce qui s'est passé depuis 8 mois. Donc Israël est rentré dans une guerre pour défendre, récupérer ses otages. Il s'est donné ça comme objectif, éradiquer le Hamas et libérer les otages. Au bout de 8 mois, qu'en est-il? Les otages, il y en a encore 128 vivants ou morts qui sont quelque part à Gaza, et puis le Hamas, certes très affaibli, n'est pas encore complètement éradiqué. Il a des capacités militaires puisqu'il continue à envoyer des roquettes sur Israël. Voilà. Donc il faut bien trouver une autre alternative, et les militaires, comme vous le dites, demandent depuis longtemps, les militaires israéliens demandent depuis longtemps à son gouvernement, à leur gouvernement, de définir un objectif, comment ensuite gérer l'après. Prenons le cas du nord de Gaza qui a été entre guillemets nettoyé pendant les premiers mois de cette guerre. L'armée est repartie et le Hamas est revenu parce qu'il n'y avait pas d'alternative pour gérer les civils. Voilà. Alors comment? Pardon, mais l'équation est vraiment difficile. Il s'agit d'éradiquer le Hamas, c'est l'objectif annoncé depuis le début. D'ailleurs, Netanyahou a toujours été élu sur cet objectif, éradiquer le Hamas. Bon, très bien. Éradiquer le Hamas. Comment éradiquer le Hamas? En installant une autorité palestinienne qu'on ne connaît pas, qu'on ne devine pas. On ne sait pas où elle est, cette autorité palestinienne. Comment faire en sorte d'atteindre cet objectif-là, sans fâcher politiquement en interne, en Israël, une extrême droite qui ne veut pas entendre parler de cela, de solution à 2 États ou d'installation d'une autorité palestinienne, quelle qu'elle soit, au bord d'Israël. Comment faire ? Vous savez,
commencé notre entretien en parlant de la paix. Oui. Mais je crois qu'il faut impérativement mettre un qualificatif à la paix. La paix, si on en parle comme ça de manière globale, c'est la paix des cimetières, ou la paix complètement imposée par la force. Donc là, il faut parler d'une paix juste et équitable, où chacun des deux acteurs retrouvera son compte, si je puis dire. Et donc, dans tout ce qu'on vient d'évoquer, il faudrait que les uns et les autres y trouvent leur compte. Et quand on dit éradiquer le Hamas, il est évident que ce n'est pas possible, parce que même s'il a été très affaibli sur le plan militaire, il n'empêche qu'en tant qu'organisation politique, ne serait-ce qu'en Cisjordanie, il reste important. Donc on n'éradique pas une organisation comme celle-là, de cette façon-là. Et puis ensuite, un deuxième élément, c'est que quand j'entends par exemple le ministre Galland parler, le ministre de la Défense, il dit voilà ce qu'on va faire à Gaza. Sauf que ce qu'on va faire en termes de gouvernance, ça appartient aux Palestiniens de le décider. Je veux dire par là que ce n'est pas aux Israéliens de choisir leur ennemi. Et c'est ça la grande ambiguïté. Donc il faut accepter l'idée qu'on a des ennemis vraiment avec lesquels on n'aimerait ne pas avoir à discuter. Et pourtant, c'est ce qui se passe. On discute depuis des mois et des mois avec le Hamas. En d'autres termes, il faut poser les problèmes sur le fond. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faudrait envisager, on est très loin de ça, une vraie négociation entre Israéliens et Palestiniens dans une perspective politique globale, avec une paix juste. Et on n'en est pas là. Pour l'instant, est-ce que le plan américain prépare cette perspective? Et je crois que ce qui est important, c'est que dans le plan américain, il y a donc, dans une première phase, il y a 3 phases. Chacun le sait, ceux qui s'intéressent au sujet. Donc, il y a une première phase qui est évidemment, d'abord, on apaise, on fait un cessez-le-feu et on discute. Et on a 6 semaines pour discuter avec, évidemment, un échange avec la libération des otages, libération des prisonniers politiques palestiniens. Et ensuite, on voit ce qu'il en est. Donc, la première chose, évidemment, avec en plus l'arrivée de l'aide humanitaire, l'aide alimentaire aussi qui est fondamentale. Donc, on est dans une première phase où on va essayer d'un cessez-le-feu. Je crois que c'est la bonne idée. Et après, on négocie pendant 6 semaines et on voit ce qui peut se passer. Donc, l'idée que je viens d'évoquer d'une paix équilibrée, d'une discussion, c'est pour une 3e phase. On en est très loin. Mais en tout cas, c'est ça une perspective politique. Si on veut éviter à nouveau qu'il y ait des drames absolus, comme ça s'est passé le 7 octobre. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, il faut démarrer par cette phase-là, cette première phase, mais déjà dans l'énonciation du projet Biden, qui d'ailleurs était un projet israélien, au départ, il a endossé, etc. Mais là, il y a des questions d'interprétation. Il y a 2 éléments, cessez-le-feu et libération des otages. Pour les Israéliens, la libération des otages, c'est le primordial. Pour le Hamas, le cessez-le-feu est le primordial. Et quand on parle de libération, c'est aussi par étapes. Première étape, c'est uniquement les femmes et les civils, les blessés. Enfin, c'est l'aspect humanitaire. Seconde étape, ce serait les hommes et notamment les soldats encore vivants aux mains du Hamas. Et 3e étape, si on y arrive à la fin, dans le cadre d'une solution définitive de cessez-le-feu et de reconstruction de Gaza, récupérer les corps des victimes encore à Gaza. Donc il y a vraiment un engagement des 2 côtés. Donc il faut commencer. Et là, l'ambiguïté, je dirais, de cette proposition de Biden, c'est que c'est pas très précis. Et on est maintenant dans une phase où ça devrait se préciser. Et certainement, le gouvernement israélien, pour ce que vous avez évoqué, dans sa constitution actuelle, je ne le vois pas endosser ce projet, puis à cause de la position de l'extrême droite, mais bon, on peut avoir des surprises. Et dans ce cas-là, ça signifierait un changement de gouvernement du côté israélien. Oui, parce que Benjamin Netanyahou est dans une difficulté. Il peut difficilement dire non à Biden et en même temps dire oui à son extrême droite qui compose son gouvernement. Je crois que il a surtout lui-même intérêt à ce que la guerre continue. Et il est vraiment, son sort est en partie lié à cette guerre, et c'est un des vrais problèmes. Enfin, l'intérêt de son pays passe-t-il avant son propre intérêt? C'est toute la question. Voilà, c'est toute la question. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Je crains malheureusement que jusqu'à maintenant, c'était son intérêt personnel qui comptait. Mais en fait, il est dans un ensemble politique complexe. Maintenant, c'est vrai que si la coalition sautait, puisque les ministres d'extrême droite ont dit qu'ils quitteraient la coalition dans cette hypothèse, il n'est pas exclu qu'il y ait une alternative politique. Des gens comme Yair Lapid ou d'autres. Mais je crois que c'est un peu le moment de vérité pour tout le monde. Mais de toute façon, j'en viens à l'idée de départ, c'est-à-dire que je crois que on est arrivé à quelque part au bout de cette offensive militaire. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Détruire d'autres tunnels, bien sûr, des choses comme ça. Mais fondamentalement, il faut maintenant passer aux politiques. On en parle déjà depuis des semaines et ça me paraît tout à fait nécessaire. Donc le cessez-le-feu, c'est aussi le seul moyen de libérer les otages et donc d'enclencher quelque chose qui peut conduire ensuite à une phase où on pourra parler plus globalement. Mettons-nous à la place d'Israël, aller discuter avec une organisation terroriste qui veut la destruction de l'État d'Israël. Difficile tout de même, non ? Tout à fait, mais c'est pour ça que je pense que la meilleure façon d'éradiquer le Hamas, c'est de donner une alternative politique au Hamas
à Gaza et également en Cisjordanie par la suite. À partir du moment où le Hamas aura un adversaire politique palestinien qui aura affirmé son engagement pour la solution 2 États, ce que le Hamas ne fait pas, ça changerait la donne. Oui, mais le Hamas a labouré, pardonnez-moi cette expression un peu, mais a labouré le terrain. Est-ce que la population palestinienne, est-ce que les Palestiniens ne sont-ils pas aujourd'hui derrière le Hamas ? Imaginons des élections. Si le Hamas arrive au pouvoir. Les dernières élections qui n'ont pas eu lieu, mais qui auraient dû avoir lieu, c'était en 2021. Oui. Et le Hamas faisait environ un bon tiers des suffrages. Oui. Et au niveau de la présidentielle, il avait des chances. Mais il y avait aussi un autre personnage qui était ni l'un ni l'autre, ni Fatah, ni Hamas, c'est-à-dire Marwan Barghouti, qui semblait vraiment en position. Et du coup, Mahmoud Abbas, plutôt que de perdre ses élections, a préféré les annuler. Et ça aurait beaucoup changé les choses. Et aujourd'hui, s'il y avait des élections, j'en sais rien, mais je sais qu'en Cisjordanie, les sondages que j'ai vus il n'y a pas très longtemps donnent le Hamas en position importante. Ça ne veut pas dire qu'il aurait la majorité, mais il est important. N'oublions pas qu'il a gagné les élections de 2006, il y a longtemps, c'était il y a plus de 20 ans. C'est pour ça que je pose la question. C'est toute la question. Et il y a tout de même une idée importante, c'est que cette organisation qui est à la fois une organisation terroriste, mais aussi une organisation politique, il ne faut pas l'oublier, qui a un enracinement depuis 40 ans auprès du peuple palestinien, et elle a à chaque fois été en position de force lorsqu'il n'y avait aucune alternative politique, il n'y avait aucune perspective politique. Et donc, moi, je crois que s'il y a une perspective politique, eh bien, il faudra, ça permettra de renforcer les positions modérées du côté de l'autorité palestinienne et de bien d'autres. Et la jeunesse palestinienne, aujourd'hui, elle est sur une base évidemment assez radicale parce que ce qui se passe est dramatique pour elle, mais en même temps, ce qu'elle souhaite, c'est la paix. Et donc, s'il y a une vraie perspective politique, c'est-à-dire un État palestinien pour dans X années, 2, 3, 4, 5 ans, je pense que le Hamas va reculer. Et j'ajoute un dernier mot qui est très important. Du côté palestinien, il faudrait que le Hamas, et il le souhaite depuis des années, entre à l'organisation de l'OLP. C'est pas quelque chose un détail, c'est fondamental. L'OLP, ça représente tous les Palestiniens, ceux des territoires et ceux qui sont en exil, les réfugiés par exemple. Et bien là, pour entrer à l'OLP, il faut accepter les conditions de l'OLP. C'est quoi les conditions de l'OLP ? C'est la reconnaissance de l'État d'Israël, c'est la reconnaissance du fait qu'il faut cesser la lutte armée et puis aller dans du diplomatique. Donc voilà, on est dans tous ces... Et ça, c'est les Palestiniens qui vont décider. C'est pas Galland ni les Israéliens. David Chemla, vous allez prendre la parole, mais il est déjà 9h43. Je vais faire une petite pause et on se retrouve. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Jean-Paul Chagnolot est avec nous, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et David Chemla, membre fondateur de La Paix Maintenant, auteur avec Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, de Histoire de l'autre, Israël-Palestine, réédité actuellement. David Chemla, les Israéliens ont pris possession de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. C'est très important. Expliquez-nous pourquoi. Oui, parce que cette ligne qu'on appelle la ligne Philadelphie, qui fait quelques kilomètres jusqu'à la mer, c'est par là que le Hamas, l'essentiel des approvisionnements du Hamas, à la fois en armes et tout autre, et contrebande, passait sous des tunnels. Et des tunnels, je ne sais pas combien il y en avait. Les Israéliens, maintenant qu'ils occupent toute la ligne, les découvrent et les détruisent. Certains tunnels ont la largeur d'une autoroute où pratiquement des voitures pouvaient se mais des voitures passaient oui, entre l'Égypte et la bande de Gaza. Je n'y ai pas été, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Peut-être pas des camions, mais en tout cas, voilà. Oui. Donc c'était très important. Et le Hamas tenait à conserver la maîtrise. Ça veut dire que le Hamas est asséché, va être asséché ? Alors le Hamas va être affaibli, asséché, et ça fait une pression sur eux d'autant plus que sans cet approvisionnement, c'était aussi un moyen d'avoir des subsistances, parce que ils touchaient des royalties sur tout ce qui se passait comme marchandises par ces tunnels. Et du côté égyptien, il y avait aussi, ils prenaient leur pourcentage au passage. Oui. Donc voilà, ça marchait comme ça depuis des années. Donc voilà, ça c'était donc un point important. C'était un des objectifs de l'opération Rafah. C'était pas la population palestinienne, c'était ce contrôle-là. Bon, maintenant que, semble-t-il, c'est soit achevé, si tous les tunnels ont été trouvés, je ne sais pas, ça fait une pression sur le Hamas. Maintenant, le Hamas, je suis d'accord avec ce que vous disiez, est une organisation politique, pas que militaire. Et est-ce qu'il sera ou pas dans l'équation de demain ? Probablement, je ne sais pas. Négocier avec le Hamas. Mais les Israéliens ont négocié avec le Hamas depuis des années. Netanyahou a choisi de ne pas négocier avec Mahmoud Abbas pendant des années pour renforcer le Hamas. Il y avait des valises. Mais quel était l'objectif ? L'objectif,
justement, c'est de ne pas entamer une négociation politique, c'est avant le 7 octobre, une négociation politique avec l'autorité palestinienne, parce qu'il ne voulait pas, compte tenu de ses positions et de celles de sa coalition, aboutir à une quelconque solution à 2 États, et maintenir ce statu quo qu'il pensait pouvoir maintenir et contrôler. Résultat, 7 octobre a montré l'échec de cette stratégie sur le plan militaire et politique aussi. Et les Israéliens, la population aspire surtout à sa sécurité, aspire à une solution. 62%, d'après le sondage de ce week-end, soutiennent la position de Biden. 62% de la population. Samedi soir, 250 000 Israéliens sont sortis dans tout le pays, pas qu'à Tel Aviv, dans des tas de villes dans le pays disséminé, pour soutenir ce projet et surtout récupérer les otages. Il y a une pression très forte sur le gouvernement pour récupérer les otages. Certains ministres ont même dit que c'était pas si essentiel. Et il y a eu des débats très durs entre certains ministres et les familles des otages. Donc la population, dans sa majorité, veut une solution politique et veut surtout récupérer ces otages. Et on verra si ce projet de Biden prend source et se développe. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre alternative, en tout cas, sur le plan militaire. Maintenant qu'on est arrivé où on en est, il faut passer à la phase politique. Jean-Paul Chagnolot. Oui, je crois que c'est très important de rappeler ce que vient de dire David. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, la posture de Netanyahou, qui est au pouvoir depuis très longtemps, c'était tout faire. Et puis il était aussi au pouvoir entre 96 et 99 au moment d'Oslo. Oui, ça c'est vrai. Oui, et donc son obsession, c'était empêcher à tout prix qu'il y ait un État palestinien. Et par conséquent, ne pas négocier. C'est ça. Même quand il est obligé de le faire à un certain moment, il se débrouillait pour ne pas le faire. Et ça, c'est très. Et donc, il a valorisé le Hamas. Tout le monde le dit aujourd'hui. Tu viens de le rappeler. C'est très important. Et je crois que c'est un vrai échec. Mais en même temps, il a failli réussir. Parce qu'avant le 7 octobre, je ne sais pas si on se souvient, mais au fond, on pensait que la question palestinienne était réglée. Car l'autre dimension de cette affaire, c'était la normalisation avec les États arabes. Et il avait beaucoup avancé. On n'était pas très loin d'une normalisation qui était vraiment le bout du bout, qui était avec l'Arabie Saoudite. C'est la raison pour laquelle le Hamas a lancé le 7 octobre. Probablement. C'est parce qu'Israël était en train d'enterrer, poussé par l'Iran, financé par l'Iran. Est-ce que vous pensez que c'est la raison Je crois première ? Que c'est une des raisons importantes. Bien entendu, il a renversé la table, comme on l'a dit. C'est très clair. Et là, et d'ailleurs, il a renversé la table. Et il faut dire les choses d'un point de vue politique. Il a réussi à renverser la table avec les implications. Du coup, maintenant, on revient. Moi, je me souviens d'une rencontre avec des hauts diplomates juste avant, au mois de février, avant octobre de l'année dernière. Et les diplomates français me disaient, mais vous vous intéressez encore à cette question palestinienne ? Ils estimaient que tout était réglé. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde en reparle, évidemment. Et tout le monde revient à parler de cette solution à 2 États, alors qu'il y a encore quelques années, on disait peut-être la solution en État, enfin, on disait un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une espèce de consensus sur l'objectif de 2 États, sauf qu'en Israël, on n'en veut pas, en tout cas une grande partie des forces israéliennes n'en veulent pas, bien entendu la droite n'en veut pas, et donc on est dans cette espèce de contradiction qui fait qu'un acteur n'en veut pas, et ça, c'est un acteur majeur, évidemment. On ne parle que des otages, mais il faut aller plus loin. Mais on en est. Est-ce que les Palestiniens en veulent ? Je pose aussi la question. Parce que si on écoute le Hamas, on n'est pas certain que le Hamas... L'OLP, n'oublions pas que l'OLP, qui est l'organisation qui représente l'ensemble des Palestiniens, a signé des accords à Oslo, c'était sur cette base-là. On veut un État. Ça remonte à 1988, cette affaire. Donc, je pense que c'est ça la direction. Le problème, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que la question, c'est comment pouvoir y parvenir. Alors moi, je pose c'est la grande difficulté. Vous avez raison, mais je pose la question. Si les Palestiniens ont la perspective d'un État, est-ce que ça diminue l'influence du Hamas ? Bien sûr. David Chemla. Oui, c'est évident que s'il y a une alternative politique, ça peut changer la donne. Mais n'oublions pas aussi pourquoi on en est là. Ce n'est pas que le 7 octobre. C'est d'abord la seconde intifada qui a complètement laminé la gauche israélienne, le camp de la paix, entre guillemets, israélien, par les attentats qui se multiplient à l'époque. À l'époque des accords d'Oslo, c'était même du vivant de Rabin et donc évidemment donc il y avait toujours des forces du côté palestinien extrémistes qui ont tout fait pour torpiller ce processus et c'était déjà le Hamas et d'autres groupes terroristes et résultat la gauche israélienne qui avait un certain crédit à ce moment-là les populations dit mais avec qui voulez-vous négocier, il n'y a pas de négociation possible. Les Israéliens sont mal sortis de Gaza, je reconnais par Sharon, mais sont sortis de Gaza en 2005. Le Hamas est arrivé au pouvoir et au lieu de développer cette région, a commencé à envoyer des roquettes et s'armer. Et on voit l'arsenal qu'ils se sont constitués. Même chose au Liban. Ehud Barak en était sorti, le Hezbollah a pris position, il s'est armé, les roquettes sont plus sur le territoire israélien. D'ailleurs, on ne parle pas assez du conflit actuel au Liban, qui est beaucoup plus grave quant à ses possibilités de développement. Jusqu'à encore hier, des roquettes et assez importants des missiles ont atteint le territoire israélien. Donc voilà, c'est ça ce que la population ressent.
on n'a pas à qui parler. Donc s'il y a une alternative politique du côté palestinien qui affirme clairement la solution des États, ça peut changer la donne. Mais du côté israélien, la population aujourd'hui, en gros, il y a 3 tiers. Un tiers qui est convaincu 2 États, négocier tout de suite, récupérer des otages, etc. Un tiers qui aspire surtout à une solution qui garantit sa sécurité. N'oublions pas qu'il y a 200 000 Israéliens qui sont déplacés dans leur propre pays, 100 000 au nord et 100 000 au sud, ils ne peuvent pas retourner dans leur maison, qui sont pour partie détruits dans le sud, et pour le nord, ils ne peuvent pas y revenir parce que les roquettes du Hezbollah arrivent dans leurs immeubles. Et hier, c'est un centre commercial à Kiryat Shmona qui a été touché par un missile. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, et le 3e tiers, c'est ceux qui sont sur la position d'extrême droite, en gros, qui refusent toute négociation possible. Pour changer la donne, il faut une forte pression internationale, un accompagnement international, pas rester que sur des principes, une perspective politique, un changement politique en Israël qui viendra suite aux élections. Tous les sondages le montrent. S'il y a des élections aujourd'hui, la coalition au pouvoir les perd. L'opposition aurait à peu près 69 députés, la coalition une 50aine actuelle. Donc elle les perd. Et puis surtout, du côté palestinien, un acteur autre que le Hamas qui prendrait la direction complètement de la gestion de ce territoire. Merci à tous les deux. C'était passionnant et ça permet vraiment passionnant de comprendre sans invective, de réfléchir à la situation là-bas au Proche-Orient. Merci d'être venu nous voir ce matin. Tout de suite sur Radio Média, après les informations, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent la comédienne et chanteuse Ariel Dombal. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.